Nous sommes en 1968. Depuis bientôt 10 ans, Charles de Gaulle est président de la République. Pendant ces 6 dernières années, il a gouverné le pays avec son Premier ministre, Georges Pompidou. Mais en juillet 1968, le président le remercie, Georges Pompidou est remplacé. Malgré les manifestations de mai 68, l'ancien Premier ministre conserve une bonne image auprès des Français. Mais Pompidou va devoir faire face à un problème beaucoup plus personnel. Depuis plusieurs semaines, il se plaint de fortes fièvres, de saignements de nez, de grippe. Après avoir effectué des analyses, ses médecins lui annoncent être victime d'une insuffisance de la moelle osseuse. En réalité, Georges Pompidou est atteint de quelque chose de bien plus grave, la maladie de Waldenstrom. Cette maladie est un cancer où des lymphoplasmocytes se développent dans la moelle osseuse. Découverte il y a une vingtaine d'années, cette maladie reste rare en France avec seulement 200 à 300 cas détectés chaque année. Le seul proche de l'ancien Premier ministre mis au courant est son fils médecin, Alain Pompidou. Le 28 avril 1969, Charles de Gaulle démissionne de son poste de président de la République. Des élections présidentielles anticipées ont lieu, 7 candidats s'affrontent. Les deux qualifiés pour le second tour sont le candidat gaulliste Georges Pompidou et le centriste Alain Poher. Le 15 juin, Georges Pompidou devient le nouveau président de la République avec 58,21% des voix. L'ancien Premier ministre accède à l'Élysée malgré ses problèmes de santé. Après une première année plutôt calme, la santé de Georges Pompidou s'aggrave. En juin 1970, les périodes de maladie du président sont de plus en plus longues. Les symptômes étant de plus en plus difficiles à vivre, ses médecins décident alors de prescrire des médicaments à forte dose, des corticoïdes. En privé, sa femme, Claude Pompidou, ne connaît pas le nom de la maladie exacte, mais elle se doute qu'une épreuve de taille l'attend auprès de son mari. Dans la presse, personne n'ose évoquer l'état de santé du chef de l'État. La maladie devient vite un véritable secret présidentiel, malgré la détérioration continue de la forme de Georges Pompidou. En 1973, Georges Pompidou continue péniblement son mandat. Avec ses médicaments, le visage du président gonfle. Il apparaît bouffi, de plus en plus épais. Mais les médicaments font de moins en moins effet. Face à une souffrance grandissante, le président fait une demande à son secrétaire général de l'Élysée, Édouard Balladur. « Je vous fais confiance, je compte sur vous pour veiller à tout et ne me saisir que des problèmes les plus importants. » Une façon de déléguer pour se libérer d'une charge de plus en plus conséquente pour Georges Pompidou. En mai, le président français rencontre Richard Nixon à Reykjavik en Islande. Le contraste de l'image étonne la presse internationale. Richard Nixon a maigri, il est bronzé. Georges Pompidou semble gros et engoncé dans son manteau et son écharpe. Sur place, les journalistes américains sont stupéfaits lorsqu'ils voient Georges Pompidou. Depuis des années, les journalistes français sont contraints à la retenue au sujet de la santé du président. Mais leurs confrères américains les alertent et leur font part de leur vive inquiétude. Lorsque Nixon parle à Pompidou, il lui demande plusieurs fois s'il n'a pas froid. En privé, le président américain confie à ses conseillers, celui-là, il n'en a plus pour longtemps. Georges Pompidou peine à continuer les déplacements officiels. En juin, il rencontre le dirigeant soviétique Léonid Brejnev. En septembre, il part en Chine pour rencontrer Mao Tse-tung. Cette vie extrêmement intense, inévitable pour n'importe quel chef d'État, accélère la détérioration de la santé du président. La maladie de Waldenstrom était connue pour évoluer lentement. Avec Georges Pompidou, tout va très vite. À l'hiver 73-74, le chef de l'État est atteint d'une septicémie. C'est la conséquence d'une infection grave qui se généralise progressivement si l'infection devient incontrôlable. Georges Pompidou se retire dans son appartement parisien de l'île Saint-Louis. Bien qu'il ait toute sa tête malgré la maladie, le président ne peut plus être au courant des sujets de politique intérieure. Au début de l'année 1974, ses médecins sont clairs, il ne peut survivre que jusqu'à octobre. Le président Pompidou annule ses rendez-vous pendant l'hiver et espère revenir en forme. L'Élysée communique toujours la même chose pour calmer les journalistes. Georges Pompidou n'aurait que quelques grippes. Le 11 mars, malgré son état de santé, Georges Pompidou se permet un déplacement en Géorgie pour rencontrer une nouvelle fois le dirigeant soviétique Brejnev. Après des semaines d'absence, il se confie dans l'avion qui le mène en Géorgie à son secrétaire général de l'Élysée, Édouard Balladur. « J'ai eu une crise qui m'a fait souffrir. J'ai été fatigué pendant ce voyage.
Je vous demande d'être à mes côtés pendant mon déplacement et de parler comme si de rien n'était. À son arrivée dans le pays, le président apparaît encore plus bouffi que les années précédentes. Lors de sa conférence de presse, les journalistes observent le président, pensant le voir bronzé. En réalité, ses mains sont livides. Une nouvelle fois, les proches du président ont fait de leur mieux pour cacher les signes de la maladie. Pendant sa conférence de presse, Georges Pompidou fait de son mieux pour s'exprimer. Il est accompagné d'un radiateur sous la table, parfaitement dissimulé, mais à chaque phrase, il est essoufflé et peine à terminer ses propos. Le soir, le dîner officiel avec les soviétiques est annulé par la France, le président a eu un malaise et de nouvelles hémorragies. 9 jours après son retour, le 21 mars, le médecin personnel de Georges Pompidou, Jean Vignalou, fait un communiqué officiel pour calmer les nouvelles interrogations des journalistes. Il évoque une lésion bénigne d'origine vasculaire située dans la région anorectale. Dans les rédactions, le communiqué fait sourire. Tout le monde sait que le président est atteint d'une maladie bien plus grave que de simples hémorroïdes. Le 27 mars, Georges Pompidou réussit à présider un nouveau conseil des ministres. Dans une ambiance crépusculaire, le président avance difficilement à son fauteuil pour rejoindre ses ministres. Pendant 2 heures, il évoque tous les sujets comme il le peut, avant de conclure concernant son état de santé. Je dois évoquer devant vous un sujet encore jamais abordé. Je passe des moments bien difficiles, c'est vrai, je suis fatigué. On exagère beaucoup, on raconte trop de choses fausses. Évidemment, pour le moment, je ne gambade pas. J'ai bien la ferme intention de continuer à les embêter tous. Le lendemain, le président Pompidou quitte Paris. Peu de personnes sont informées. Il part retrouver sa maison secondaire à Orvilliers, dans les Yvelines, aux côtés de sa femme, Claude, de son fils Alain et de son médecin personnel, Jean Vignalou. Sur place, le chef de l'État y apprécie le calme. Il a fait appeler sa maison la Maison Blanche. Malgré des problèmes de santé conséquents, Georges Pompidou espère toujours remonter la pente et reprendre des forces. Mais au bout de 3 jours de séjour, la septicémie s'aggrave. Il refuse d'être hospitalisé et repart à Paris en pleine nuit depuis une ambulance. Le lendemain, il est absent du Conseil des ministres et se justifie par un simple contretemps. Quelques jours plus tard, le 2 avril à 19h, Georges Pompidou meurt d'une septicémie au 24 quai de Béthune à Paris. Ce décès brutal surprend tout le monde, notamment ses médecins qui n'avaient jamais envisagé une mort si brutale. À 21h58, une dépêche AFP tombe, Pompidou est mort. La télévision interrompt ses programmes 15 minutes plus tard pour l'annoncer aux Français. Le lendemain, la presse rend hommage au président français. Le Parisien estime qu'il a tenu jusqu'au bout. D'autres sont plus sobres, comme François, l'Humanité ou Sud-Ouest, évoquant simplement en une le décès du chef de l'État. Juste avant de mourir, il a déclaré à sa femme « Je ne pensais pas qu'il était possible de souffrir autant ». Le 6 avril, des obsèques nationales auront lieu à la cathédrale Notre-Dame de Paris. Une 50aine de chefs d'État du monde entier seront présents. Après ce décès, c'est le président du Sénat, Alain Poher, qui assurera le rôle de président par intérim, comme il l'est écrit dans la Constitution. Des élections présidentielles anticipées auront lieu le 5 et le 19 mai, un mois après la mort de Georges Pompidou. Le 19 mai, Valéry Giscard d'Estaing sera élu président face au socialiste François Mitterrand, avec 50,81% des voix. Mais ça, c'est une autre histoire.